Bonjour. Alors, on est toujours dans la page 23b du chapitre 2 de Rosh Hashanah, la traité de Rosh Hashanah. Donc, je reprends la Mishnah qu'on a fait la vidéo précédente, rapidement. Cette fois, on va passer les quelques détails compliqués liés à la position de la Lune. Et on y va. Alors, directement, la Mishnah. Comment est-ce qu'on examine les témoins? La paire qui arrive en premier, on l'examine en premier. On fait entrer le plus âgé d'entre eux. Les membres du tribunal lui disent « Dis-nous comment tu as vu la nouvelle lune que tu dis avoir aperçue. Est-ce qu'elle était devant le soleil ou derrière le soleil? Est-ce qu'elle était au nord du soleil ou est-ce qu'elle était au sud du soleil? Combien la lune était-elle haute dans le ciel? Et vers où était-elle orientée? Et combien est-ce qu'elle était large? S'il dit qu'elle était devant le soleil, alors il n'a rien dit. Ça veut dire, comme disait donc Hartzroll, que son témoignage était nul parce que ça voulait dire qu'il s'était trompé, parce qu'il y a une impossibilité astronomique là-dessus. Et ensuite, on faisait entrer le second témoin et on l'interrogeait. Si leurs paroles se trouvent être concordantes, finalement, leur témoignage est validé. Comme l'a dit donc le commentaire sur ce petit point précis, c'est juste qu'on accepte l'idée que l'erreur peut être humaine dans certains cas. Et quand le témoignage a été effectivement validé, de cette première paire de témoins, on interrogeait les autres paires sur les points principaux, sous-entendu pas tout, mais juste on l'interrogeait par principe, non pas que le tribunal avait besoin des autres paires de témoins, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de doute sur ce qui avait été dit la première fois, mais pour qu'ils ne sortent pas désappointés et afin qu'ils s'habituent à venir, parce qu'on avait peur du coup que si jamais son témoignage n'est même pas entendu, eh bien les gens ne reviendraient plus faire de témoignage. Alors maintenant on va faire la Gemara. Alors dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le tribunal a demandé au témoin s'il avait vu la nouvelle lune devant ou derrière le soleil, et s'il l'a vu au nord ou au sud du soleil. Alors la Gemara va essayer de comprendre ce que ça voulait dire, parce que, comme on a expliqué d'ailleurs dans les commentaires, quand on a dit finalement devant ou derrière, il semblait qu'il y avait une référence aussi au sud et au nord finalement. Est-ce que c'est au nord du soleil ou au sud du soleil? Alors Rachid nous avait expliqué cette nuance par rapport à la direction du soleil. D'accord? La direction que prend le soleil lorsqu'il démarre. Il y a une direction, j'observe une araignée, c'est pour ça que vous me voyez bloqué sur l'écran, qui est sur son fil, c'est toujours impressionnant à voir. Bon, elle ne va pas bouger, elle ne bouge pas. Elle est juste pendue sur son fil. Bon, alors je reprends, ça m'a déconcentré. Donc Rachid nous avait expliqué ça, il nous avait expliqué que quand on disait devant ou derrière le soleil, ça voulait dire finalement au nord ou au sud du soleil, mais il nous avait quand même précisé, et c'est ce qu'on va expliquer dans la Gemara probablement. On va faire la Gemara plus simplement et puis c'est tout. Alors on y va, on va essayer de comprendre dans la Gemara et on va du coup revoir un peu ces notions-là encore une fois, parce qu'il y a d'autres explications qui arrivent. Bon, alors, j'aime bien ce commentaire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Regardez. Hayinu lifne achama, hayinu litzfona. Mais qu'est-ce que veut dire devant le soleil et qu'est-ce que ça veut dire à son nord du soleil? Alors ici, il nous renvoie ici au commentaire de Rashi qui se trouve à la fin de la Gemara de Shabbat en 73b. Et en fait, j'ai l'impression que le commentaire qu'on a lu, qui correspondait à celui de Rashi, sur la position précise du soleil, comment est-ce qu'il se lève quand tu places le soleil en face de l'horizon est et de l'horizon ouest. Donc quand il se lève à l'horizon est, c'est-à-dire quand tu regardes l'horizon vers l'est, le soleil va se lever de là-bas. Quand tu regardes l'horizon vers l'ouest, le soleil va se coucher là-bas. Donc quand il se lève maintenant, il se lève du côté sud pour aller vers le nord, et puis quand il se couche, il vient, il continue finalement sa descente, et il se couche au nord, tout simplement. En fait, on voit que, sud-est, nord-ouest. Très bien. Bon, on ne va pas revenir sur ce point. Alors, ce que dit ici la Gemara, en gros, quand il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire devant le ciel, le soleil et jusqu'à son nord, quand il y a ces deux affirmations, devant le soleil et au nord du soleil. Mais au nord du soleil ou devant le soleil, c'est pas la même chose.
nous demande la Gemara. Aïnou, le'achar hachama, aïnou l'hydroma, de même. Quand tu dis après le soleil et au sud du soleil, est-ce que ce n'est pas la même chose tout ça finalement? Alors, on a vu dans la Mishnah que le Beddin va tester les témoins. Petit commentaire tout de suite. En fait, c'est un test sur les témoins qui leur posait deux questions, dont le Beddin, du fait de ses connaissances en astronomie, connaissait déjà les réponses en fait. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que effectivement, le Beddin avait caché un peu ses données quelque part, comment analyser finalement les données astronomiques de comment la Lune fonctionne, quoi, pour que quand un témoin arrive, il ne vienne pas avec son dossier dans sa tête, je sais exactement comment fonctionne la Lune, donc ce que j'ai observé, ça va être comme ci, ça va être comme ça, il saura les réponses, quoi. Non, on faisait exprès pour pas qu'il sache ses réponses, et qu'il ne dise finalement que ce qu'il a vu, et pas ce qu'il a interprété par rapport à la connaissance qu'il pourrait en avoir. Donc une première question qui a été posée par le Beddin, nous dit le commentateur. La Lune était-elle donc devant ou derrière lui? Devant le soleil ou derrière le soleil? La seconde, c'était est-ce que la Lune était donc au nord du soleil ou au sud du soleil, comme nous dit la Mishnah. Or, comme on l'a expliqué, alors on l'a expliqué dans le commentaire de la semaine dernière, de la vidéo précédente, la nouvelle Lune ne peut être vue qu'à la fin de l'après-midi à l'ouest, concrètement. D'accord? Sans essayer de rentrer dans les détails comment fonctionne finalement l'astronomie ici, ce qu'on sait, c'est que la nouvelle Lune ne peut pas être vue, elle ne peut être vue qu'à la fin de l'après-midi à l'ouest, à la suite du soleil. Donc, quand tous les deux se dirigent vers le nord. Donc, si j'ai l'horizon devant moi, qui est l'horizon du côté de l'ouest, puisque je regarde le coucher du soleil. Donc, quand vous regardez un coucher du soleil, vous êtes sur l'horizon à l'ouest, puisque le soleil se couche à l'ouest. Mais la direction qu'elle prend, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moment où elle démarre sa descente, elle va descendre vers où? Elle va descendre vers la droite ou vers la gauche? Eh bien, quand vous êtes à l'horizon ouest, vers la droite, c'est vers le nord. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, les deux vont se diriger vers le nord. Ok? Par conséquent, si je demande si la Lune était après le Soleil, ça revient à demander si la Lune est au sud du Soleil. Et devant le Soleil, ça revient à demander si elle est au nord du Soleil. Donc pourquoi la Mishnah pose-t-elle deux fois la même question? A priori, il y a un petit souci au niveau de la Mishnah. C'est la Gemara qui pose cette question. Donc on a l'impression qu'elle pose deux fois la même question. La Gemara répond... Amar Abaye, Pegimata, Lifne Achama, Oleachar Achama. Abaye a dit, oh là là, Pegimata, ils ont traduit ça comme ça, son édentation était devant le soleil ou derrière le soleil. Alors, sa concavité, alors concavité ça me parle mieux. En gros, c'est ce qu'on a expliqué dans un des commentaires, c'est-à-dire, c'est les cornes. C'est-à-dire qu'elle est comment sont ses cornes en quelque sorte, les cornes de la Lune. Donc la nouvelle Lune apparaissait comme un fin croissant, et puisque la Lune est ronde, elle semble être érodée au niveau de sa concavité. Ah, alors c'est pas ça, donc ici il te parle de la concavité érodée. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça une édentation. Alors pagam, c'est un défaut en fait, en hébreu. Donc pegimata, c'est-à-dire le défaut devant le soleil. Et ici, le défaut, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne distingues pas très bien le bout de la Lune dans la partie concave, celle qui fait calotte. D'accord? Donc la partie extérieure de la Lune, tu n'arrives pas à la distinguer correctement. Donc en fait, ce n'était pas les cornes, mais c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, il nous dit ici que l'édentation, c'est la concavité, elle possède une sorte de défaut. D'accord? Donc, ce que nous dit Abaye finalement, c'est quoi? On demande au témoin si la concavité de la Lune était dirigée vers le Soleil ou pas, ou si elle était à l'opposé du Soleil. Bon, ça correspond finalement au côté avec l'histoire des cornes, mais ici c'est plus, on concentre notre question sur l'idée de la concavité. Donc, est-ce qu'elle a un petit défaut? Parce qu'elle semble être érodée au niveau de sa concavité, justement. Donc, Abaye pose la question, est-ce que donc la première question, hein, c'est celle-là. Donc quand on demande devant ou derrière le soleil, ça veut dire en fait si cette concavité serait pas par hasard devant le soleil ou derrière le soleil. Ça veut dire à l'opposé du soleil.
Donc la concavité, cette partie arrondie de la Lune, est-ce qu'elle apparaît en face de cette Lune, c'est-à-dire devant, ou est-ce qu'elle apparaît derrière, c'est-à-dire à l'opposé du Soleil? Ok? C'est-à-dire, elle se trouve de toute façon au sud à ce moment-là, la Lune, du Soleil, mais la question qui est posée, c'est dans quel sens se trouve le croissant? Est-ce qu'elle est dans le sens où la concavité se trouve en face du Soleil, ou est-ce qu'elle est dans le sens où la concavité se trouve à l'opposé du Soleil? Très bien. À propos de cette question, la Mishnah nous conclut. Alors, c'est bizarre parce que c'est une question, mais elle conclut. Ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Mishnah, justement? Im Amar. Alors, c'est la Mishnah, pas la Gemara. Oui, j'ai fait une petite confusion. Donc, pour répondre, hein, on a donc cette idée-là. À moins que ce soit la réponse, finalement. Il a l'air de pas. Oui, il a l'air de pas trop. Bah, c'est juste ça. Alors, donc, ils acceptent cette réponse, apparemment. Alors, Im Amar nous dit donc la Mishnah. À la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a été dit? Im Amar Achama lo Amar Klum. Mais s'il a dit que la concavité de la Lune était devant le Soleil, alors il n'a rien dit. Ah, c'est bizarre. Alors pourquoi il dit si elle est devant le Soleil, c'est qu'il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il s'est trompé. Parce que c'est pas possible, tout simplement. En réalité, nous dit le commentateur, il y a toujours une moitié de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Cependant, pour un observateur qui se trouve sur Terre, la partie éclairée n'est pas toujours visible. Parfois, c'est toute la partie éclairée que l'on ne peut apercevoir de la Terre, au moment de la fameuse conjonction, le molad. Et parfois, elle est entièrement visible, au moment du 15 de la Lune, d'accord? Au milieu du mois. Le 15 du mois, c'est quand la Lune est complètement visible. À d'autres moments, seul le croissant de la face éclairée de la Lune est visible. Ce qui nous semble être la concavité de la Lune est en fait la face obscure de la Lune. Puisque la Lune ne reçoit sa lumière que du Soleil, il est évident que la concavité de la Lune ne peut jamais être orientée du côté du Soleil. Donc, comme la Lune reçoit sa lumière du Soleil, la concavité de la Lune ne peut jamais être orientée du côté du Soleil. Donc, c'est pas possible. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que la concavité, elle ne peut pas être à l'opposé. Par conséquent, si un témoin dit avoir eu la concavité de la Lune du côté du Soleil, son témoignage est donc rejeté. Je vérifie quelque chose. Il est évident que la concavité de la Lune ne peut jamais être orientée du côté du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la concavité ici? Parce que lui, il comprend concavité dans un autre sens. Moi, j'avais un sens particulier dans l'idée de concavité. Bon, en tout cas, moi, il me semble que ce qui est possible uniquement, c'est quand elle est dans ce sens-là. Vis-à-vis des cornes, on avait vu l'histoire des cornes, quand on réfléchit avec les cornes de la Lune. Il semblerait, donc, l'édentation en direction du Soleil, l'édentation à l'opposé du Soleil. D'accord, ok, alors j'ai compris à l'envers. Quand on parle de l'édentation, c'est-à-dire la concavité, si on dit la concavité est en direction du Soleil, ça veut dire tout simplement les cornes sont vers le Soleil. Et opposé au Soleil, les cornes sont de l'autre côté du Soleil, à l'opposé. Bon. Je ne comprends pas comment ils comprennent le mot édentation ici finalement. Alors, édentation, c'est les cornes. Hein. Bon, le problème avec toutes ces notions, c'est que quand ils donnent un mot particulier, ça ne dit pas dans quel sens se trouve la Lune. Ils ont fait un dessin pour qu'on le comprenne facilement, mais c'est vrai que dans les mots, c'est difficile parce que ça ne dit pas dans quel sens. Bon, retenez que si les cornes vont vers donc la Lune, le Soleil, eh bien, c'est ce qu'on appelle en direction du Soleil. Et c'est celle-là qui est observable. Si elle est à l'opposé, c'est celle qui n'est pas observable théoriquement, parce que ça n'est pas théoriquement, astronomiquement possible, d'après ce qu'il dit. On continue. De Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan nous a dit, donc c'est Rabbi Yochanan qui nous a expliqué ça. Maï dirtiv, hameshel vafacha deimo hansi shalom bimroma. Quand il est écrit, alors où c'est écrit? Dans le livre de Job, au chapitre 25, au verset 2, il est écrit là-bas, le pouvoir et la crainte, avec lui, il fait la paix dans ses hauteurs.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il fait la paix dans ses hauteurs? Comment fait-il Hachem la paix dans ses hauteurs? Me'olam lo ra'ata chama pegimata shel levana. Ben, tout simplement que Dieu a arrangé la création de telle sorte que jamais le soleil n'a vu ni la concavité de la lune, velo pegimata shel keshet, ni la concavité de l'arc-en-ciel. La concavité de l'arc-en-ciel. Donc ici, alors voilà, là c'est, du point de vue de la Gemara, ici, on a en fait un indice de à quoi correspond cette concavité. D'accord? Donc la concavité de la Lune, il la compare à la concavité de l'arc-en-ciel. On est d'accord? Donc qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est lorsqu'il a ses deux pointes vers le bas. Donc la concavité, il faut la comprendre lorsque vous avez les cornes de l'arc vers le bas. Ok? Donc la concavité, donc le soleil n'a jamais vu ni la concavité de la lune, ni la concavité de l'arc-en-ciel. Donc la concavité de l'arc-en-ciel est équivalente à la concavité de la lune. Ça veut dire que c'est lorsque les cornes sont vers le bas. C'est ce que je comprends. Mais a priori, c'est pas ça. Alors si, pardon, pour le coup, le soleil voit la concavité de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand on voit la lune, on voit la concavité vers le bas. Donc ce qu'on appelle la concavité, c'est uniquement le haut à l'envers. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel n'est jamais à l'envers, on est d'accord? Il est toujours avec les deux cornes vers le bas. Donc puisqu'on ne voit jamais cette concavité de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'avec les pointes vers le bas, c'est que cet arc est toujours dans ce sens-là. Et comme il le compare à la concavité de la Lune, c'est qu'il compare la concavité de la Lune à la concavité de l'arc-en-ciel. Et donc qu'est-ce qui est visible? C'est uniquement lorsque les cornes sont vers le bas, comme c'est le cas de la nature, puisque Dieu n'a pas fait le monde de telle manière qu'on voit la concavité dans l'autre sens. Même si personnellement, j'ai déjà vu ce cas-là dans le ciel, pour l'arc-en-ciel. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est très rare, mais ça arrive, qu'on puisse observer une sorte d'arc-en-ciel, alors, en fait, d'un double arc-en-ciel, où on voit en fait comme une sorte de... Moi j'ai déjà observé ça une fois, c'est-à-dire que tu peux voir au centre, comme deux arcs-en-ciel, les deux concavités qui se touchent, quoi. En plein soleil. Évidemment qu'il y avait des nuages, parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc une petite pluie qui provoquait ce type d'arc-en-ciel. Et l'araignée là-bas continue d'avancer. Alors on continue, suspense. L'arc-en-ciel et la lune reçoivent leur lumière du soleil, leur partie non éclairée, leur concavité est donc toujours à l'opposé du soleil, nous dit le texte. C'est pourquoi Rabbi Yochanan affirme que le soleil n'a jamais vu ni la concavité de la lune, ni la concavité de l'arc-en-ciel. Bon, en gros, je ne sais pas comment ils expliquent cela, ArtScroll, mais j'aime bien mon explication. En tout cas, ça correspond à ce qui a été dessiné ici, de ce qui est visible. Et ce côté visible, c'est bien ce côté où vous avez l'arc avec les deux pointes dirigées vers le soleil, et donc dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et c'est ce qui se passe avec l'arc-en-ciel en général. Alors, Pegimata Shel Levana de Chalcha Darta, le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune, car celle-ci en aurait été vexée. Mais c'est amusant cette manière de dire les choses de la Gemara. Alors je ne comprends pas évidemment. Alors, dans le Maharsha, Hachem a donc réalisé la paix dans les hauteurs en organisant la création de telle sorte que le soleil ne soit pas une source de contrariété pour la lune. Ah, donc la concavité de la lune, le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune, car celle-ci aurait été vexée. Et c'est pour ça qu'il dit, à propos du texte qu'on a cité de Job, il y a écrit donc le pouvoir et la crainte avec lui, il fait la paix dans ses hauteurs. Donc cette dimension de paix, alors il continue dans cette métaphore en quelque sorte pour dire, mais si jamais il y avait pu voir effectivement cette concavité, le soleil aurait été vexé. Ok? Ou la lune, c'est la lune qui aurait été vexée qu'elle puisse le voir. C'est-à-dire qu'une des particularités de la lune, c'est sa face cachée. Donc c'est un petit peu une manière de dire, voilà, quelque part... alors je ne sais plus, c'est le soleil ou la lune qui est vexée, je ne sais plus, je ne comprends plus rien, moi, ce qui est écrit. Alors c'est vrai qu'il faut le lire en hébreu dans ces cas-là. Pegimata, ça veut dire avec la lune. Donc ce côté concave, donc ce défaut de la lune, Dechalcha Da'ata, qui est une faiblesse, Da'ata, elle en aurait été... alors c'est ça, la vexation ici, c'est la faiblesse en hébreu, enfin en araméen. Donc Dechalcha Da'ata,
C'est-à-dire que la connaissance de la chose par le soleil, sous-entendu, Da'ata, donc Khalcha, c'est donc elle aurait été vexée, elle en aurait été affaiblie. Bon. Pegimata shel keshet delo lemru, ovede achama. C'est compliqué comme Gemara. Hein. Et le soleil n'a pas vu non plus la concavité de l'arc-en-ciel afin que les adorateurs du soleil ne disent pas quoi? Ne disent pas Gireka Meshadia, le soleil envoie des flèches sur ceux qui ne reconnaissent pas sa divinité. Donc, la position de l'arc-en-ciel a été placée de telle manière que elle ne soit pas dans un sens où on peut imaginer, avec une imagination débordante de l'être humain, que c'est le soleil qui envoie des rayons comme avec l'arc et les flèches. Donc les rayons du soleil auraient pu être confondus avec une idée d'arc, d'accord, plutôt de flèche que tu mets sur un arc. Et comme, du coup, l'arc, il est dirigé à l'envers, il est dirigé avec les deux pointes vers le bas, on peut imaginer que on peut tirer, en quelque sorte, une flèche vers la hauteur. Mais justement, comme cette métaphore de la nature nous montre un arc-en-ciel inversé, finalement, vers le bas, on ne peut pas tirer de rayons du soleil vers la terre. Et du coup, ça donne un peu moins de prestance au soleil, où on peut imaginer un soleil divinisé qui enverrait des rayons. Vous voyez l'idée de l'imaginaire ici. Donc là, la concavité de l'arc est toujours du côté de l'archer, hein, en général, quand il explique l'idée de la métaphore. Donc si la concavité de l'arc-en-ciel était du côté soleil, les adorateurs du soleil auraient dit, voilà un phénomène qui montre que le soleil, comme un archer, peut tirer des flèches de lumière sur ceux qui rejettent son culte. Vous voyez? Bon. C'est métaphorique et c'est sympathique. Et pour la vexation de la lune, alors j'ai pas très bien compris. Donc il dit Hachem a réalisé la paix entre les hauteurs en organisant la création de sorte que le soleil ne soit pas une source de contrariété pour la lune. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que elle serait contrariée la lune. Donc le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune. Alors c'est vrai que nous, quand on connaît un peu l'astronomie, on sait que la face cachée de la lune, en réalité, la lune tournant autour d'elle-même, en réalité, la face cachée est toujours éclairée par la lune, par le soleil, donc le soleil peut voir aussi la lune. Mais ne le lui dites pas, car du point de vue de la Terre, au moins, elle est rassurée que nous ne le voyons pas aussi, et c'est pour ça qu'elle n'est pas vexée. Mais ne le lui dites pas. Alors on continue. Il est dit dans la Mishnah encore, le tribunal va poser donc au témoin de la nouvelle lune la question suivante. Donc on passe à la deuxième question, hein, à l'autre question qui est posée au tribunal. Kama haya gavoa ou ayin haya noté, etc. Donc il y a les autres questions, pardon. Alors combien la lune était-elle haute dans le ciel et vers où était-elle orientée? Donc on rappelle les mots de la Mishnah. Alors on fait remarquer dans le commentaire ici, le Maharsha, que le sujet abordé maintenant par la Gemara ne se rapporte pas du tout au passage de la Mishnah qui a été cité ici. C'est-à-dire que la Gemara qu'on va... alors, je n'ai pas compris. Alors, en fait, le Maharsha nous dit que cette citation de la Mishnah ici, elle a été citée, mais en réalité, il va y avoir une discussion de la Gemara qui se rapporte à la hauteur de la Lune, et en fait, on va en parler, mais après un premier passage. Donc il y a une sorte de décalage en fait. Il y a une sorte de décalage où cette petite phrase a été juste placée un petit peu avant, et on n'est pas loin de toute façon, hein. Mais apparemment il y a une sorte de décalage. Donc on vient de citer cette Mishnah, qui semble vouloir dire qu'on va discuter de ça, mais en fait on ne va pas discuter de ça, parce qu'il va être enseigné quelque chose tout de suite après. Alors je vous reprends dans une seconde, une petite pause. Alors donc notre Gemara va poser donc un autre sujet, hein, comme je viens de sortir de la petite pause, donc on reprend ici. Donc la Braïta explique quelque chose de nouveau ici, Tanachada, il a été enseigné dans une Braïta, tiens c'est bizarre la manière dont c'est posé comme question, Chada. Bon, alors il était enseigné, Chada ça pourrait dire de manière unique, je sais pas. Alors, Litzfona devarav kayamin. Si le témoin répond qu'il a vu la nouvelle lune, au nord du soleil, ses paroles sont valables. Donc son témoignage sont valables. Les paroles, c'est ce témoignage.
L'hydroma, lo amarkloum. Mais s'il dit avoir vu la lune au sud du soleil, il n'a rien dit. Son témoignage est rejeté. Pourtant, la Gemara, la Mishnah, là, on avait vu que c'était l'inverse. En réaction. Ve'atanya ipecha, et pourtant il a été enseigné le contraire dans la Braïta, mais même dans la Mishnah, c'était le contraire, je crois. L'hydroma devarav kayemin, litzfona lo amarkloum. Au sud du soleil, ses paroles et son témoignage sont valables. Mais s'il dit avoir vu la lune au nord, du soleil, alors il n'a rien dit. C'était bien la Mishnah, hein. Je vérifie quand même 2 secondes. Alors, au nord, donc si elle était au nord, s'il te dit, ensuite on faisait entrer le second, alors voilà, donc c'était là, donc s'il a dit qu'il était devant le soleil, et on avait dit que devant le soleil ça voulait dire le nord, parce que c'est dit autrement, d'accord, ok, et ben voilà la confusion, c'est tout simplement par rapport au nord et au sud, bon, ok, alors ce n'est pas une difficulté, nous dit la Gemara, mais en tout cas c'est bien ce que disait la Mishnah, mais par rapport à l'idée d'être devant et non pas au nord, donc là en tout cas il répète cette version-là. Alors, la Gemara nous dit que c'est pas une difficulté, donc on voit ici qu'en fait il dit le tout et son contraire ici. Donc je répète, hein, donc il y a une braïta qui te dit que quand il dit au nord du soleil, ses paroles sont valables, au sud du soleil, il dit il n'a rien dit. Et il y a un autre endroit où il dit s'il dit au sud du soleil, ses paroles sont valables, et quand il est au nord du soleil, il n'a rien dit. Ah, il faut choisir les amis. Eh bien c'est la Gemara qui nous dit qu'il y a deux braïta qui disent vraiment le contraire l'un de l'autre. Alors, l'akashia, ce n'est pas une difficulté, c'est juste parfait pour ceux qui sont dyslexiques, c'est tout. Parce que tu te tromperas jamais, ou tu te tromperas tout le temps, moi c'est sûr de... Alors bref, ce n'est pas une difficulté. Ici, dans la première braïta, on parle des jours d'été. Ah, c'est ça qui me trottinait la tête depuis un moment, parce qu'il me semblait bien que, en fonction des saisons, l'hémisphère, il s'inverse, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant à un moment donné, mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que c'était déjà assez compliqué, mais il me semblait bien qu'il y avait un problème avec les saisons, c'est-à-dire qu'il affirmait ce qu'il a affirmé, la Mishnah, mais en fonction des saisons, normalement, tout est inversé, et je ne comprenais pas qu'on se figeait sur une position, comme il avait expliqué Rashi, dans l'explication qu'il y avait de Rashi, apparemment il avait donné juste la version sur une saison précise, parce que dans l'autre saison, normalement, c'est à l'envers. Enfin bref, je me disais aussi, il fallait bien que ça arrive. Donc effectivement, alors ce n'est pas une difficulté. Ici, dans la première braïta, on parle des jours d'été. Et dans la deuxième braïta, on parle des jours d'hiver. D'accord? Alors, il y a ici un immense commentaire. Oh là 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 là. Allez, on va essayer de le faire, ce commentaire. On y va. Alors, on va essayer, nous dit le commentaire ici. Il y a un gros commentaire, donc préparez-vous. Ça va prendre un peu de temps. Celui qui veut passer, il passe. Parce qu'on va finir sur ce commentaire, cette partie de la Mishnah et de la Gemara. On n'aura pas fait beaucoup de Gemara dessus, mais il est grand. Alors, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, on y va. On va d'abord tenter d'expliquer, nous dit ce commentaire. C'est Braïtot comme Rashi. On va admettre que l'expression au nord et au sud ont le même sens que dans la Mishnah, à savoir, en d'autres termes, que la nouvelle lune est visible au sud à gauche du soleil et au nord à droite au moment du coucher du soleil, quand on se tourne vers l'ouest. Donc, on se rappelle, on se met à l'horizon, au moment du coucher, on se tourne à l'ouest, donc elle est visible au coucher du soleil, à droite, au moment où le soleil va vers le nord, en quelque sorte, puisqu'il prend une direction vers le nord, bien qu'il se couche dans l'ouest, il prend la direction vers le nord, vers la droite. Bon, c'est en effet ainsi que Tosfot a compris les braïtot. Bon, d'accord? Donc elle est visible à la gauche du soleil, ou au nord, c'est-à-dire vers la droite. À gauche du soleil, on est à gauche du soleil, c'est-à-dire que le soleil se couche en premier. Puisqu'il se couche en premier, il est donc à la gauche, c'est-à-dire le sud du soleil, vers le sud. Et quand il va se coucher en premier, donc ensuite on va observer quoi? Mais il se couche vers la direction, c'est-à-dire du sud vers le nord,
donc vers la droite il se couche, de notre plan horizontal qu'on a choisi vers l'ouest. Très bien. A priori, jusque-là, on comprend. Donc c'est comme ça que Tosfot comprend les Braïtot. Rashi explique donc ainsi la chose. Comme on le sait, le soleil se lève donc à l'est et se couche à l'ouest. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il parcourt quotidiennement un arc incliné vers le sud. Alors, vers le sud, à midi, le soleil atteint le point le plus au sud de sa trajectoire. Ce qu'on a vu dans la note, dans la vidéo précédente. En réalité, le lever et le coucher du soleil ne se font pas exactement tous les jours au même point respectivement, à l'est et à l'ouest, mais varient au cours de l'année. Dans l'hémisphère nord, si l'observateur trace une ligne imaginaire, dans l'hémisphère nord, allant d'est en ouest, et passant par lui, voilà, je comprends, il constatera qu'en été, le soleil se lève et se couche au nord de cette ligne, alors qu'en hiver, il se lève et se couche au sud de cette ligne, au solstice d'été. Donc c'est bien ça, c'est que quand la Terre elle va de l'autre côté dans le plan du Soleil, puisque la Terre se trouve de l'autre côté, et c'est ce qui fait que le pôle Nord est en été quand le pôle Sud est en hiver, et que le pôle Sud est en hiver, et réciproquement à l'envers. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, les saisons s'interchangent entre le pôle Nord et le pôle Sud. Bah, de la même manière, la position du Soleil n'est donc pas la même, elle est plus proche, etc. Bon, c'est ce qui fait que... Alors, on continue. Je m'arrête au milieu parce que c'est... Bon, vous m'avez compris, je pense. Je répète, hein, ce genre de choses-là, il faut faire un petit topo Google, vidéo, de comment fonctionnent les saisons, comment fonctionne la Lune, les marées, tout ça. Enfin, un petit topo astronomie sur ces points précis. Alors, au solstice d'été, donc solstice, on rappelle, ça veut dire que c'est le jour le plus long de l'année, et il tombe vers Tammuz. Alors, en été, donc, c'est 6h, 6h. Hein, la journée est partagée en 12h, 12h, mais en même temps, du coup, le soleil, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil va se lever et se couche au point le plus au nord du devant, se levant au nord-est et se couchant donc au nord-ouest. Ok, après le solstice d'été, les jours se raccourcissent, et chaque jour le soleil se lève et se couche de plus en plus vers le sud, etc., au solstice d'hiver, etc. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup d'expliquer autant que ça, mais a priori, on est vraiment dans cette logique inversée de ce qu'on a expliqué déjà dans le truc précédent. Bon. Le soleil se lève et se couche à son point le plus au sud, très bien. Alors Rashi explique, ça c'est pour le solstice d'hiver. Rashi explique. Il explique comme ça le passage de la Gemara du traité Hérouvin. Donc là-bas, dans le traité Hérouvin 56a, qui parle un peu du même sujet. En été, le soleil parcourt 3 côtés du monde. Le matin, il traverse l'est du nord au sud. Donc, en été, le soleil parcourt 3 côtés du monde. Le matin, il traverse l'est du nord au sud. Ça, c'est ce qu'on a. Ouais, c'est bien ça. D'accord, rappelez-vous, hein. On est sur un plan, si je me mets, donc on a soit l'horizon vers l'est, soit l'horizon vers l'ouest. En se mettant sur l'horizon vers l'est, quand on voit le soleil se lever, ou en se mettant vers l'horizon vers l'ouest, quand on voit le soleil se coucher. Donc ici, il nous dit que en été, le soleil parcourt 3 côtés du monde. Le matin, il traverse l'est, du nord vers le sud. À midi, il passe au sud, et le soir, il traverse l'ouest, du sud au nord. Et il se couche au nord-ouest. Alors évidemment, on est, au niveau de l'observateur, on est vraiment sur la Terre. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. On reste sur Terre. Si on regarde tout depuis le ciel, c'est beaucoup plus simple à observer. En hiver, il ne passe qu'au sud, nous dit ici justement Rashi. D'accord? Donc en hiver, il ne passe qu'au sud. Aux équinoxes de printemps, la période de Nissan et d'automne, la période de Tishri, quand le jour et la nuit durent chacun 12 heures, le soleil se lève plein est et se couche plein ouest. Or, Rashi affirme que la nouvelle lune ne peut être vue qu'au nord-ouest. Le contexte nous permet de supposer qu'il s'agit de la moitié sud de l'horizon à l'ouest. Et la vidéo s'est arrêtée par accident. J'espère que vous êtes en train de suivre. Alors, par conséquent, Rashi soutient qu'en hiver, bon, je vous fais ce Rashi. Celui qui comprend, il comprendra. Celui qui ne comprend pas, il verra la vidéo d'après. Alors, par conséquent, Rashi soutient qu'en hiver, lorsque le soleil se couche au point le plus au sud, la lune est visible au nord du soleil.
On est d'accord? Et en été, lorsque le soleil se couche au point le plus au nord, la lune est donc visible au sud du soleil. Vous avez compris l'idée? Donc tout ce qui précède reproduit apparemment l'interprétation de Rashi de notre Gemara. Ok? Il semble donc avoir compris que la lune se couche toujours au même endroit tout au long de l'année, alors que l'endroit du coucher du soleil, il change. C'est pourquoi la nouvelle lune se couche, bien que toujours après le soleil, tantôt au nord du soleil et tantôt au sud. On est d'accord? Donc la lune se couche tantôt, bien que toujours après le soleil, tantôt au nord et tantôt au sud. Bien. Cependant, cette description des faits ne correspond pas à la réalité telle qu'on peut la constater nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu regardes, là, en fait, ce qui est très fort dans ce qu'il vient de faire là, c'est qu'il vient de donner, selon l'explication de Rashi, qui a été donnée précédemment, de comment fonctionnent les astres. Mais si vous connaissez comment ça fonctionne, vous vous rendez compte qu'il a tort ici, en fait. Donc, cependant, la description des faits, telle que Rashi pense comme ça, ne marche pas quand tu regardes le monde comme il est. L'observation directe nous révèle que la Lune ne se couche pas à la même place toute l'année. Au contraire, la nouvelle Lune semble se coucher très près de l'endroit où le Soleil s'est couché. En d'autres termes, quand on se tourne vers l'ouest, plutôt au sud en hiver et plutôt au nord en été. Voilà, celui qui a écrit ça, vraiment, bravo. En outre, la position, enfin celui qui a analysé tout ça. En outre, la position relative au nord et au sud de la Lune par rapport au Soleil ne semble pas dépendre des saisons de l'année, mais plutôt d'autres facteurs. Malheureusement, nous n'avons pas eu le mérite de comprendre ici les saintes paroles de notre maître Rashi, et nous prions chef de nous en donner l'explication, c'est-à-dire que je crois que mon embrouillage vient de l'explication d'Artscroll qui apparemment ont du mal à comprendre aussi comment fonctionne. Bon, en vérité, si je me rappelle bien l'explication qu'ils ont pourtant donnée avant sur la notion du molad, il faut se rappeler que le molad ne tombe pas tout le temps. Hein. Alors le molad, c'est quand la conjonction, elle est pile dans l'alignement. Mais la lune, elle se déplace aussi au cours du cycle. Et donc, quand arrive le molad, parfois le molad peut arriver en plein jour. Et on peut imaginer que quand la lune va réapparaître, elle ne réapparaît que quelques heures après, mais qu'elle se soit déjà décalée par rapport à sa position de la conjonction, qui n'est pas toujours au même endroit dans l'espace. Donc, ça peut se faire, ça peut être la raison des variations que Rashi finalement a apportées. Bon, je vous dis ça, mais j'ai pas fait de diagramme et j'ai pas fait de calcul. Hein. On aurait pu dire que les Braithot nous parlent de l'endroit où la lune se couche par rapport à l'endroit du coucher du soleil. En effet, parfois la lune se couche en un point qui se situe plus au nord que l'endroit du coucher du soleil. Et parfois elle se couche plus au sud. Bien que cela soit effectivement confirmé par l'observation, ces changements ne demandent pas de l'été ou de l'hiver, mais d'autres facteurs en réalité. Par conséquent, ceci ne veut pas être l'explication de notre Gemara, puisqu'il est question ici d'une différence qui dépend de l'été et de l'hiver. Le Chochmat Manoach explique bien que ces variations dépendent des saisons, mais que son explication n'est pas conforme à celle que Rashi donne, et elle nécessite des connaissances en astronomie, dont la présentation dépasse le cadre de notre exposé. Vous l'avez compris, il faut être vraiment calé en astronomie. Il faut un astronome pour qu'il nous explique avec facilité et érudition exactement comment ça se passe. Moi, ce que je ressens ici, pour être franc, je ne suis pas astronome, mais ce que j'ai l'impression, par rapport à la Gemara qui nous a affirmé la chose, de cette différence de la Gemara, pourquoi est-ce qu'elle fait la différence entre l'hiver et l'été ici, simplement l'hiver et l'été, le sentiment ici, ce que j'ai, c'est par rapport à Rashi habite en France. Et ceux qui ont écrit la Gemara habitent en Babylonie. Et la Babylonie est bien plus au sud par rapport à la France. Donc, les couchers du soleil et le lever du soleil sont beaucoup plus rapides quand vous habitez du côté de la Babylonie, puisqu'on est plus au sud, que quand vous habitez au nord, dans l'hémisphère nord. Hein, quand vous habitez du côté de Troie, les journées sont plus longues. Ça met plus de temps à observer la Lune et le coucher du soleil. Le coucher du soleil peut durer 2 heures quand il démarre là-bas au nord. Donc, tu as vraiment le temps de voir cette direction passer. Alors que quand tu habites au sud, en Israël, par exemple, quand tu habites en Israël ou en Babylonie, la vitesse à laquelle va se coucher le soleil est beaucoup plus rapide que ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Donc on pourrait dire que, du point de vue des saisons,
en hiver, tu n'as pas le temps de voir passer le soleil. Théoriquement, tu n'aurais pas le temps de le voir passer non plus en France, quand tu habites en France, comme Rachi, mais tu as beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que, encore une fois, la courbure que prend le coucher de soleil quand tu habites en France est beaucoup plus longue que la courbure que tu peux voir et observer quand tu habites en Israël. Pour la Babylonie, je ne veux pas m'avancer parce que j'habite pas l'Irak, mais tu as encore plus au sud, j'ai l'impression. Donc la courbure est encore plus rapide, encore une fois. Les courbures, les différences de, comment dire, les différences de coucher de soleil, l'arrivée du coucher de soleil et le moment où commence à se coucher le soleil et réellement, une fois que le soleil est couché, la nuit arrive, c'est beaucoup plus rapide en Israël. C'est vraiment, et pareil pour le lever de soleil, hein, c'est-à-dire que dès que le soleil, tu le vois pointer à l'horizon, 20 minutes plus tard, il est déjà en train de commencer à taper. Ce qui n'est pas le cas en France. 20 minutes plus tard, il est encore coincé dans l'horizon, plus ou moins. Vous voyez? Donc il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence de comment la courbure semble plus rapide ou moins rapide par rapport à là où tu habites quand tu es en France et quand tu es en Israël. Et donc on peut dire que Rachi, au fond, il a fait son analyse sur une courbure qui est beaucoup plus lente. Alors que nous, quand tu habites en Israël, on va dire, ceux de la Gemara, il fait une analyse finalement sur une courbure qui est plus rapide. Est-ce que c'est lié à ça? Je n'en sais absolument rien, c'est une piste. Bon. Si ce n'était l'explication de Rachi, on aurait pu expliquer cette Gemara assez simplement en fait. Donc, si on passait Rachi, tiens, et qu'on explique la Gemara concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire alors? Donc, cette explication suit le commentaire du Meiri, alors je ne sais pas où il habitait. Comme on l'a vu plus haut, la nouvelle lune ne peut être aperçue que peu de temps avant son coucher à l'ouest. Quand les Braithot disent que la lune est au nord ou au sud, elles ne veulent pas dire au nord ou au sud du soleil, comme on l'a expliqué dans la Mishnah, mais plutôt au nord ou au sud d'un point situé plein ouest, tout simplement. Donc si tu mets un point au niveau de l'ouest, est-ce qu'il se couche vers le nord de ce point ouest, ou est-ce que vers le sud de ce point ouest, tout simplement, à gauche ou à droite de l'ouest, quoi. La nouvelle lune qui se couche à proximité de l'endroit du coucher du soleil, quand en hiver, qu'est-ce qu'il y a écrit ? La nouvelle lune se couchant à proximité de l'endroit du coucher du soleil, quand en hiver, le soleil se couche au sud du point situé plein ouest, la lune aussi peut être vue là-bas en été. Quand le soleil se couche au nord du point situé plein ouest, la lune peut être vue là-bas. Bon, voilà. La Gemara résout donc ainsi la contradiction entre les deux Braithot, tout simplement. Bon, moi je pense la différence entre l'été et l'hiver, c'est la même différence qu'il existe aussi entre la France et Israël. C'est-à-dire que en été, tu as plus de temps pour faire l'observation qu'en hiver, tout simplement. Et que ce temps d'observation, au fond, eh bien, puisqu'il y a du temps, il y a une chance qu'elle ait le temps de dépasser le soleil, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est inversé, devant ou derrière. Alors que tu n'as pas le temps d'observer cette chose-là, ce phénomène en hiver, parce que ça descend tout de suite. Bon, je sais pas. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Désolé pour ce manque d'astronomie. De toute façon, c'était un peu compliqué. À la prochaine vidéo pour faire la suite de l'analyse de nos braïtas sur les hauteurs, cette fois-ci, comme c'était prévu, telle qu'elle avait été citée. À la suite.